va s'orienter maintenant sur la culture professionnelle commune des enseignants et des expérimentations que l'on va retrouver dans l'Académie de la Nouvelle-Calédonie au niveau du nouveau collège. Pour ce faire, j'ai le privilège d'accueillir un certain nombre de personnalités de l'Académie, à la fois des chefs d'établissement, des inspecteurs du premier et du second degré, que je vais laisser se présenter. Ensuite, je reviendrai prendre la parole pour contextualiser. Et ensuite, nous aborderons les échanges pendant 1h15, 1h30 autour de cette thématique-là. Donc, je vais tout d'abord passer la parole à Madame Michèle Roire, qui va peut-être se présenter brièvement, ainsi que ses collègues. Oui, donc bonjour. Michèle Roire, donc adjointe pédagogique du vice-recteur, doyenne des inspecteurs du second degré et aussi inspectrice de mathématiques de temps à autre. Voilà. Ensuite, Monsieur Vincent Fréal. Oui, bonjour, je suis donc Vincent Fréal, je suis inspecteur dans le premier degré et je viens d'être détaché au profit du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie il y a quelques mois, 2 mois. Donc j'arrive en Nouvelle-Calédonie et je découvre un chantier qu'on a déjà mis en place, entre guillemets, entre des liaisons très renforcées entre le premier et le second degré au niveau du collège. Donc j'aurai un regard un peu distancié de cette affaire concernant notamment l'expérimentation dont on va parler, je pense, tout à l'heure. Nous avons Madame José Sanzé. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis conseillère pédagogique, adjointe de Monsieur Fréal à l'inspection primaire de la 2e circonscription et coordonnatrice de la liaison école-collège. Et en l'occurrence, concernant le collège de Tuban. Madame Lisnik, Agnès. Bonjour, Agnès Lisnik, je suis principale du collège Jean Mariotti depuis août 2013. Monsieur Francis Modérant. Donc Francis Modérant, je suis principal du collège de Tuban depuis août 2013 et j'ai donc copiloté avec mon collègue inspecteur du premier degré une expérimentation du futur cycle 3 école-collège rénové dans le cadre de la réforme contextualisée du collège en Nouvelle-Calédonie. Et pour terminer, nous avons Madame Françoise Bézot-Décembre. Bonjour, Françoise Bézot-Décembre, principale adjointe du collège Francis Carco de Coutiot. Voilà, donc nous avons un petit peu plus d'une heure, je dirais 1h30, pour échanger sur la réforme du collège. Je vais brièvement revenir sur le contexte dans lequel cette réforme arrive aujourd'hui, ou on va dire va arriver très rapidement en Nouvelle-Calédonie, dans peut-être une année ou deux. Les animateurs de la table ronde pourront nous répondre plus précisément tout à l'heure. Depuis 2013, nous avons la loi Payon, la dernière loi d'orientation qui réorganise et qui restructure la vie des établissements, la politique éducative au niveau national, avec derrière des nouveaux programmes qui sont arrivés très récemment, un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et pour faire vivre l'ensemble de ces textes, pour faire vivre ces programmes, au niveau du collège, une réforme est en route. Elle est déjà en place en métropole et elle est en route à Nouvelle-Calédonie. Elle va subir quelques adaptations, a priori, d'après ce que j'ai compris. On en saura plus tout à l'heure. Et aujourd'hui, on va, dans cette table ronde, privilégier 3 dimensions. Tout d'abord, le cadre de l'expérimentation. On va essayer de chercher à savoir quelles sont les expérimentations liées à la réforme du collège qui sont mises en place ici, en Nouvelle-Calédonie. D'où la présence de certains chefs d'établissement, inspecteurs du premier et second degré. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous irons sur des échanges plutôt sur la mise en œuvre de l'expérimentation. Et enfin, nous terminerons par un premier bilan que les établissements pourraient tirer aujourd'hui suite à cette année d'expérimentation. Personnellement, cette table ronde m'intéresse parce que on échange énormément avec les étudiants depuis maintenant une bonne année sur le nouveau socle, cette loi d'orientation qui articule leur formation
On parlait de compétences professionnelles tout à l'heure, un peu plus tôt dans la journée, du référentiel de compétences. On travaille essentiellement avec les deuxièmes années sur leur année de professionnalisation, avec les MEF2, sur les EPI, avec des groupes qui sont faits en formation sur la partie contexte et exercice du métier, sur la réalisation, du moins d'un point de vue théorique, et la mise en œuvre que les professeurs stagiaires pourraient envisager dans les établissements. Alors, ils s'ancrent sur la politique éducative de la Nouvelle-Calédonie, avec le projet éducatif. Ils essayent de penser, de se projeter dans le nouveau collège, avec la mise en place de pays, avec l'AP qui va arriver également, même si c'est pas l'objet de la table ronde. Donc, dans toute cette année de professionnalisation, surtout pour les deuxièmes années de MEF, c'est abordé également en première année de MEF dans le cadre de la préparation de leurs euros de concours, du CAPES, mais surtout dans la deuxième année. Je crois que cette table va être très intéressante et très enrichissante parce que ils sont en train de finaliser, ou ils l'ont fait, un projet interdisciplinaire en lien avec l'évaluation d'un EPI. Donc pendant 3 mois là, ils se sont questionnés sur la problématique de l'évaluation d'un EPI. Donc ils auront très certainement des questions à poser, puisqu'ils ont quand même réfléchi sur le problème, pas le problème, mais l'outil, je dirais, depuis quelque temps. Voilà. Par rapport à ça, on a eu écho aussi, dès que l'on a parlé de la réforme du collège, on a eu des échos de la part du corps enseignant. Alors quand je parle écho, je parle des représentants des personnels, je parle des personnels interrogés à Métropole sur la mise en forme, la façon dont c'est arrivé dans les établissements. Ça n'a pas toujours été perçu de façon très positive par les équipes pédagogiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ça a fait couler beaucoup d'encre dans la presse et dans la communauté éducative, cette réforme du collège. Ça pourrait être intéressant, on y reviendra tout à l'heure, que dans les échanges, on puisse voir la perception des équipes pédagogiques dans lesquelles vous avez tenté de mettre en place ces expérimentations. Voilà. Alors, pour problématiser le tout, on pourrait tourner cette table ronde autour de la question suivante, à savoir que aujourd'hui la réforme du collège est envisagée à la rentrée 2018 en Nouvelle-Calédonie. Que change-t-elle à la manière d'exercer le métier et en quoi fait-elle évoluer les relations entre le premier et le second degré? À l'arrivée, si on pouvait arriver à l'arrivée de nos échanges, de cette table ronde, si on pouvait convenir d'une réponse, même si elle est temporaire sur cette question, ce serait plutôt positif. Donc, on va peut-être attaquer sur les premiers échanges, et là, je vais peut-être m'adresser à Madame Roire sur le premier temps de nos questionnements, sur le cadre quel est le cadre pour cette expérimentation, et plus particulièrement, est-ce que vous pourriez nous revenir sur le contexte dans lequel le vice-rectorat et la Direction générale des enseignements de la Nouvelle-Calédonie a décidé de lancer les expérimentations de la réforme du collège? Est-ce que ça a été réalisé de façon unilatérale ou avec des partenaires, avec la communauté éducative ou d'autres partenaires institutionnels? Alors, je vais d'abord remettre effectivement en place le cadre et rétablir dans tes propos des oui. erreurs que je tiens quand même à signaler. C'est le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, par le biais donc de la membre du gouvernement chargée donc de l'éducation, qui a donc sollicité la mise en place donc avec le vice-rectorat et effectivement la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie, d'un groupe de travail qui donc a été constitué, que j'ai piloté, qui est un groupe qui était un groupe interdegré et intercatégoriel, qui a été aussi constitué de personnel du privé et du public, pour que l'on puisse, avoir donner en fait nos conclusions sur l'adoption ou non, ou l'adaptation ou la contextualisation de la réforme du collège métropolitaine, puisqu'elle n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie dans l'organisation des enseignements, j'entends, pour que ce groupe en fait se constitue comme quelque part
une aide à la décision pour les élus de la Nouvelle-Calédonie. Donc, dans ce cadre, le groupe qui s'est constitué a proposé que soient mis en place donc des expérimentations dans des collèges et que dans des écoles aussi de secteur, du coup, de ces collèges qui ont été sollicités. On a fait une sollicitation très large et on a autant que possible, garder des collèges qui étaient volontaires et qui représentaient le tissu, des élèves, enfin le public, l'ensemble des publics d'élèves, d'enseignants, les problématiques que l'on pouvait avoir donc sur la Nouvelle-Calédonie. Donc collège de Brousse, collège des îles, collège de Nouméa, du Grand Nouméa, collège privé. Hein. Voilà, donc ce qui a été le cadre qui a été retenu. Ensuite, si je peux encore parler 30 secondes, simplement pour dire que chacun des collèges s'est positionné par rapport à l'expérimentation qu'il souhaitait mettre en place, que ça soit celle du cycle 3, donc en liaison avec des écoles de secteur, que ça soit à un niveau particulier de mettre en place une expérimentation, mais là les chefs d'établissement parleront mieux que moi. Voilà. Bon. Très bien, merci. Maintenant, j'aurais une question pour Monsieur Modérant, plus particulièrement sur la nature des expérimentations. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ce qui se met en place dans les établissements, notamment, je crois, sur la liaison CM2 6e, puisque c'est ce sur quoi vous êtes orienté, je crois, dans votre établissement. Oui, le collège de Tuban avait, durant l'année scolaire 2015, pu bénéficier d'un stage de secteur dans le cadre du plan de formation école-collège. Et donc, nous avions travaillé dès 2015 la thématique de la continuité pédagogique école-collège, la question de comment éviter les ruptures, non pas en termes d'adaptation dans le nouveau lieu, face aux nouvelles pratiques, face aux nouveaux personnages, mais bien en termes purement pédagogique. Et donc les questions posées tournaient autour de la leçon, de la progressivité des apprentissages. Et naturellement, quand l'appel d'offres du vice-rectorat est arrivé dans les établissements, notre établissement a souhaité effectivement s'inscrire dans l'expérimentation sur la thématique de la continuité pédagogique au sein du futur cycle 3, de sa régulation au travers du futur conseil école-collège. Et donc, c'est sur cette thématique-là qu'en 2016, avec ces 3 écoles de recrutement principales, puisque notre collège n'est pas comme un collège de Brousse avec un recrutement très, très marqué au niveau d'1 ou 2 écoles. Nous recrutons sur 4 écoles principalement et 3 relevés de la même circonscription d'inspection. Donc nous avons choisi de travailler cette thématique avec les groupes scolaires Carlet-Boyer, les écoles de Ricbec et Champ-Moreau. Et plus particulièrement dans l'établissement, ça concerne combien de classes ou combien d'enseignants? Alors, 4 équipes ont souhaité se mettre en marche dans cette expérimentation aux côtés des enseignants d'école. Et nous avons donc eu des représentants d'équipes de mathématiques, des représentants de l'équipe de lettres, des représentants de l'équipe de SVT et des représentants de l'équipe d'anglais qui se sont inscrits et qui ont pu très rapidement, en rencontrant leurs collègues d'école, choisir des thèmes précis de travail qu'on pourra évoquer un petit peu ensuite, si vous le voulez. J'aurais maintenant une question pour Madame Lisnik. Cette expérimentation, pour vous, a-t-elle pour objectif de contextualiser ou d'adapter la réforme du collège à Nouvelle-Calédonie? Et si oui, de quelle façon s'y sont pris vos équipes? Alors, c'est vrai que la question est pas forcément pour Mariotti, c'est un peu compliqué parce que Mariotti est globalement quand même un établissement qui accueille pratiquement 40% d'expatriés, dont 25% sont là depuis moins de 4 ans. Donc, c'est vrai que contextualiser à Mariotti, c'était plutôt pas vraiment la question. Mais il y avait l'idée en tout cas que ce qu'on allait mener au collège Jean Mariotti pourrait être après utile
dans le partage à d'autres établissements. La réforme du collège, comme tout nouveau dispositif, interroge sur le parcours de l'élève et sur le regard qu'on pose sur lui. Et on se disait à ce moment-là que si jamais, effectivement, on arrivait à faire une évaluation de ce qu'on allait mener à Mariotti, on pourrait après, peut-être, le faire partager à d'autres établissements. On a donc à ce moment-là, je réponds à votre question, Monsieur Galli, ça vous va? Donc, à ce moment-là, on a donc décidé d'expérimenter tout. Voilà. On s'est dit, ne nous fixons aucune limite. Donc, nous avons décidé d'expérimenter la LV2 en 5e, l'accompagnement personnalisé, les enseignements pratiques interdisciplinaires, le conseil école-collège, et ce qui est constitutif de la réforme, de réfléchir sur l'évaluation de l'élève, puisque derrière, il y a bien sûr quel regard on pose sur le parcours d'un élève et comment on le fait évoluer. On va continuer l'an prochain, puisqu'on poursuit cette expérimentation et également on entre dans une expérimentation sur les nouveaux programmes, en contextualisant la réforme, puisque l'an prochain, nous allons expérimenter de la 6e à la 4e sur les horaires tels qu'ils sont proposés dans l'adaptation de la réforme sur le territoire. Ce qui me semble intéressant dans l'expérimentation menée, c'est que la Nouvelle-Calédonie, et en tout cas, moi, c'était le diagnostic que j'en avais fait au bout de quelques mois, y compris dans mon établissement, le système éducatif calédonien me semblait un système relativement cloisonné. Or, ce qui est intéressant dans la réforme, c'est justement le décloisonnement qu'elle induit à travers, on va dire, ces priorités qui sont, comme je disais tout à l'heure, l'accompagnement personnalisé et l'enseignement pratique interdisciplinaire. L'autre chose qui était bien sûr importante, parce que vous imaginez bien que quand on parle à des enseignants d'expérimenter la réforme du collège avec ce qu'ils entendent, ce que ça donnait en métropole, les grincements de dents et tout, etc., à partir du moment où on expérimentait, c'était aussi, bien sûr, de s'affranchir, enfin en tout cas d'aller vers un dédouanement expérimental. Expérimenter, ce n'est pas dire c'est très bien. Expérimenter, c'était justement voir qu'est-ce qui fonctionnait moins bien, et comment après le faire partager pour que la Nouvelle-Calédonie s'en empare. Et donc cette expérimentation, elle a été faite à l'échelle de l'établissement ou... Alors on l'a fait sur tout le niveau 5e. Tout le niveau 5e. L'an prochain, bien sûr, il y a le conseil école-collège, mais en 5e et en 4e, nous expérimentons donc l'accompagnement, on poursuit sur l'accompagnement personnalisé, qui est peut-être le cœur même de la réforme, en tout cas qui est vraiment essentiel. On poursuit sur les enseignements pratiques interdisciplinaires, 6e, 4e. Et puis, derrière tout ça, on a mis en place une réflexion transdisciplinaire sur l'évaluation de l'élève. Parce que si jamais, effectivement, on envisage autrement le parcours scolaire de l'élève, on envisage autrement son évaluation. J'ai envie de poser à peu près la même question initiale, mais à Madame Beuzot Décembre, qui est chef d'établissement adjoint au Collège de Coutiot. Est-ce que vous avez eu la même approche dans la mise en place de ces expérimentations? Alors le Collège de Coutiot est différent du Collège de Mariotti par sa population scolaire qui est diverse. Nous avons des élèves qui réussissent très bien dans le système actuel et puis d'autres pas du tout. Donc l'expérimentation, nous l'avons mis en route sur un niveau 6e et c'était donner au niveau 5e, donner l'opportunité aux enseignants d'innover, de tester d'autres méthodes d'enseignement au travers des EPI, des enseignements pratiques interdisciplinaires, pour essayer de motiver et de raccrocher une partie de nos élèves que l'on perd au long du collège. Avec des choses qui se sont réalisées dans les classes de 5e, qui ont bien motivé nos élèves et ont permis de raccrocher nos élèves qui parfois, au long du collège, décrochent. Ensuite, on a mis en place aussi la LV2 obligatoire
Et le JEU est rentré dans les enseignements LV2 obligatoires du collège Francis Carco, avec un groupe d'une vingtaine d'élèves, des locuteurs JEU, mais aussi d'autres élèves qui ne sont pas du tout locuteurs à l'origine du JEU. Et nous avons une dynamique sur cette langue qui est intéressante. Et ça a été mis en place pareil sur tous les niveaux de 5e ou... Alors ça a été mis en place que sur 3 classes de 5e. On a commencé petit parce que, bien évidemment, comme disait Madame Lisnik, nous avons dû dédramatiser ça au niveau des enseignants et y aller un peu progressivement et partir sur le volontariat parce que nos enseignants avaient peur de cette réforme qui a fait couler beaucoup d'encre ailleurs, quoi. J'aimerais bien savoir aussi comment les 2 établissements, que ce soit Mariotti ou Cutio, comment vous êtes positionnés sur un appel d'offres, c'est ça, hein? Ou c'est Oui. un appel à projet? On a eu un appel à projet, on a questionné nos équipes et on a eu quelques volontaires, pas tous, qui se sont positionnés, qui ont dit allez, on y va. Et puis d'autres se sont agrégés autour de cette équipe qui s'est petit à petit agrandie. En fait, au collège Mariotti, moi, il me semblait important que ce soit quelque chose autour d'une mobilisation collective. Alors, on a un peu précédé l'appel. J'avais un conseil pédagogique et j'avais plus ou moins prévu d'en parler. Mais vous savez, comme tout conseil pédagogique, un établissement, c'est une politique et aussi une stratégie. Je me disais peut-être qu'avec un peu de chance, un enseignant va en parler en premier. Et donc, un enseignant a dit le mot réforme et immédiatement, je me suis dit, hop, profitons-en. Et donc, on avait vraiment besoin, enfin, moi, il me semblait important que même si c'était des enseignants sur un niveau qui s'engagent dans un processus expérimental, ils devaient pouvoir rencontrer en salle des professeurs un écho favorable à leur engagement. Parce qu'il est très difficile, quand on s'engage dans quelque chose d'aussi novateur, d'avoir en salle des professeurs des gens qui vous disent « c'est pas très intéressant ce que tu fais ». Donc on avait vraiment tenu, en réunion plénière, ça avait été parmi les choses qu'on s'était dites, qu'il y ait un regard bienveillant sur ce que des enseignants allaient faire et sur ce qu'ils allaient évaluer et sur ce qu'ils allaient rapporter. D'accord. Autre chose, enfin c'est aussi très important parce qu'on parle des personnels, mais il fallait convaincre aussi les parents. Parce que quand vous mettez en place un processus expérimental, vous devez le faire, on va dire, porté par l'ensemble de la collectivité. Et donc, c'était l'époque où on entendait beaucoup de choses sur la réforme du collège, où tout le monde se découvrait brusquement du jour au lendemain un amour insoupçonné pour le latin, et où on avait l'impression que, ça y est, les langues mortes étaient en péril. Et donc, il fallait également convaincre les parents qu'à Mariotti, ça allait permettre aussi peut-être de sortir d'un certain immobilisme pédagogique relatif, mais quand même présent, et que ça pouvait peut-être permettre non seulement, on va dire, de créer une dynamique pédagogique, mais sûrement, parce que c'est aussi indépendant de la réforme, de créer une dynamique très positive autour de l'épanouissement et du bien-être de l'élève. Monsieur Modérant, vous voulez rajouter Je voudrais revenir à votre question. Vous venez d'entendre les premiers témoignages des représentants de 3 établissements publics d'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. La question était, l'expérimentation a-t-elle pour objectif de contextualiser ou d'adapter la réforme du collège en Nouvelle-Calédonie? Et je crois que nos témoignages conduiront à conclure que l'expérimentation a eu pour but de voir qu'il était réalisable de contextualiser la réforme du collège en Nouvelle-Calédonie ou qu'il en allait être contraint sur certains points de l'adapter. Pourquoi? Parce que personnellement, j'ai envie de répondre immédiatement, contextualiser, évidemment. Adapter veut dire retoucher des éléments de fond d'une réforme. Cette réforme, c'est la réforme des cycles, c'est la réforme des programmes, c'est la réforme du socle, c'est la réforme des pratiques d'enseignement, avec les EPI notamment, c'est la réforme de l'évaluation de l'élève et du regard porté sur l'élève. Cette réforme, l'adapter, ça voudrait dire revenir, parce qu'on y est obligé, sur l'un ou l'autre de ces éléments-là.
Personnellement, je pense que nos expérimentations ont cherché à vérifier que nous allions être en aptitude à contextualiser cette réforme en Nouvelle-Calédonie, avec les réalités qui, dans le cœur de ce pays, en fonction du statut des épingles qui a été voté l'an dernier, en fonction de la délibération du 15 janvier du projet éducatif qui a lancé le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, qui effectivement des éléments fondamentaux, notamment de ce projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, allaient imprimer une couleur particulière à la réforme du collège en Nouvelle-Calédonie. Et c'est pour ça que notre travail a été réellement de chercher la faisabilité d'une contextualisation de la réforme du collège en Nouvelle-Calédonie. Alors cette réforme du collège passe nécessairement par la liaison CM2 6e. Là, je m'adresse à Monsieur Fréal. Je crois qu'on a aussi un grand défi autour de cette liaison-là. Est-ce que vous pourriez nous dire, en tant qu'inspecteur du premier degré, ce qui est mis en place et comment vous voyez comment vous mettez en perspective cette liaison? Oui, c'est vrai qu'il y a un enjeu énorme, parce que les collègues sont sous le feu de l'expérimentation, ils sont donc observés de manière plus attentive, et bien évidemment ils s'investissent encore plus, et ça c'est très bien. J'ai remarqué des enseignants extrêmement positifs les uns envers les autres. La culture du premier degré rencontre la culture du second degré. Ça c'est un point fort de la réforme, parce que, mine de rien, on ne fonctionne pas sur les mêmes repères, sur les mêmes enjeux, sur les mêmes repères, dans le même fonctionnement, et on voit bien que travailler ensemble sur les mêmes élèves, c'est extrêmement important, et on ne le fait pas assez. Même dans les écoles, et je pense que même dans les collèges, les enseignants n'ont pas l'habitude d'aller voir d'autres collègues enseigner, et donc apprécier et évaluer la manière dont eux enseignent de manière différente, parce qu'on enseigne tous de manière un peu différente. Donc je crois qu'il y a cette rencontre entre le premier et le second degré qui est un enjeu important, et qui, à mon sens, est bien travaillé ici. Vous avez la chance d'avoir une capacité d'adaptation très forte, chose qu'on rencontre moins en métropole, où on est plutôt dans des choses un peu statiques, et quand il faut changer les choses, c'est sur un territoire entier de la métropole, et c'est plus complexe. Donc vous avez cette capacité d'adapter, et je trouve que c'est une force pour la Nouvelle-Calédonie. La deuxième chose que je pense importante, c'est que les collègues qui ont travaillé sur les projets, peut-être la collègue en dira deux mots tout à l'heure, mais c'est de travailler sur, par exemple, la progressivité des apprentissages. Qu'on soit dans le premier ou qu'on soit dans le second degré, en tout cas pour le premier que je connais très bien, c'est quelque chose qu'on ne manie pas bien, c'est quelque chose qu'on ne fait pas de manière très facile, parce qu'on a peur de lâcher sa classe, on a peur de lâcher 30 élèves en face de soi ou 25, et on a peur de faire en sorte que finalement les parcours individualisés se transforment en 30 parcours individualisés si on a 30 élèves en face de soi. Cette question-là, elle est extrêmement importante parce qu'elle sous-tend l'évaluation, elle sous-tend les parcours individualisés, elle sous-tend l'acceptation qu'on a en face de soi des élèves différents, et elle sous-tend finalement le deuil de l'enseignant qui est à faire sur la manière dont il a l'habitude de faire la classe à tous les élèves en même temps, au même moment. Il y a énormément de choses qui sont dans la culture des enseignants qui fait que c'est extrêmement difficile pour eux. Quand je vais inspecter et que j'accompagne les collègues sur la réflexion qu'ils ont dans les classes, je vois bien que quand je leur pose simplement la question, est-ce que dans cette situation-là, vous auriez pu imaginer une situation plus complexe, celle que vous avez faite, ou moins complexe pour la classe, c'est extrêmement difficile pour eux de la penser. Et quand on pense comme ça, on pense en cycle. Et M. Modérant le disait à juste titre, la réforme, c'est aussi la mise en place des cycles et une progressivité sur 3 années. On se donne le temps de modéliser, on se donne le temps de synthétiser, on se donne le temps de formaliser les connaissances et les compétences. Donc je crois que derrière ces deux enjeux-là, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes que je vois ici travailler de la même manière finalement qu'en métropole, si je peux comparer et si c'est comparable. Voilà, juste... Je voudrais aller un petit peu plus loin avec Madame Sanzé, plus particulièrement sur ce cycle 3. Comment ça a été perçu par la communauté enseignante, notamment dans le primaire, l'arrivée de cette réforme du collège? Comment se sont-ils positionnés? Oui, en effet, dans cette perspective, développer donc cette culture commune entre les enseignants du collège et ceux de l'élémentaire, et en l'occurrence du CM2 dans un premier temps, mais pour envisager d'étendre ce cycle de consolidation l'année prochaine au CM1 et voir bien entendu au CE2 pour impliquer aussi les enseignants de l'élémentaire au niveau du cycle 3
qui est installé. Il y a déjà 6 professeurs de mathématiques, français et SVT qui ont été anglais aussi, qui ont été donc dans cette expérimentation partants et très motivés, avec 5 enseignants de l'élémentaire de CM2 concernant donc les écoles, comme l'a dit Monsieur Modérant, du groupe scolaire Carl Guéboyer, l'école Ernest Risbeck et Champ-Moreau. Donc ce groupe d'enseignants, professeurs des écoles ou instituteurs et professeurs du collège ont mené une réflexion pour répondre, comme disait Monsieur Fréal, au plus près à la diversité des élèves, en produisant des outils de programmation impliquant le CM2 jusqu'à la 6e, voire le CM1 et le CE2. Il y a un document qui a été validé par Madame Michel Roy, un document de mathématiques sur une progression concernant donc les grandeurs et mesures. Un autre document est en instance d'être validé sur la géométrie, toujours un document de programmation et de progression, on va dire spiralaire, donc c'est très intéressant. Il y a eu des expérimentations qui ont été élaborées en termes toujours de documents en SVT, avec la mise en place d'une méthodologie pour aborder des points précis, en l'occurrence sur l'observation du dessin, pour améliorer cet enseignement dès l'école élémentaire. Donc ça a été très très intéressant. En fait, on répond à des besoins. Ce ne sont pas des outils qui ont été élaborés, créés, ou des démarches qui sont faites ou qui sont faits pour faire plaisir. Non, c'est vraiment pour être au plus près du terrain et répondre à la diversité des élèves et réellement aux besoins. Ensuite, en mathématiques, comme je l'ai dit, il y a eu donc ces documents qui ont été réalisés en grand partenariat avec les enseignants. En anglais, il y a eu la réalisation de séances en anglais avec un album en commun. Ça, c'est intéressant dans la progression toujours de l'enseignement de l'anglais. Ensuite, pour illustrer toujours, il y a eu un bilan très positif avec de réelles interactions sur un travail spécifique en vocabulaire, avec un lexique commun et à répartir et à élargir évidemment, avec des rencontres qui ont été parfois plus ou moins facilitées, parce qu'il y a toujours ce facteur organisationnel, ça c'est important de le signaler, mais en tous les cas les bonnes volontés sont là et c'est le principal. Et en français, une réalisation d'un travail en grammaire avec la méthode RETS pour mieux appréhender la nature et la fonction des mots. Pourquoi ? Parce que avec les constats que nous avons pu faire aux évaluations de CM2 et en analysant évidemment ces résultats, on s'est aperçu qu'il y a eu quelques difficultés bien cernées concernant les outils de la langue et plus précisément ce point-là en français. Donc des outils honnêtes, des outils corrects qui répondent justement, comme je disais, aux réels besoins et à la diversité des élèves, dans la mesure où nous nous accordons cette année de faire un bilan qui permet de poursuivre l'année prochaine en améliorant ces outils et en construire d'autres, évidemment. Merci. Monsieur Fréal, vous vouliez rajouter un mot? Oui, je suis en train de repenser à ce que j'ai vu et j'ai apprécié récemment là, lorsque je suis arrivé ici et j'ai fait le parallèle avec ce que j'ai vu. Les enseignants du second degré apprécient énormément les enseignants du premier degré
pour des choses qu'ils ne savent pas faire et qu'ils n'ont jamais faites. L'interdisciplinarité. Quand ils assistent à des séances et qu'ils voient que la séance dure 1h30 parce que les élèves sont hyper motivés, ça rompt, ça casse, ça change des représentations et des pratiques qui sont les leurs dans le second degré de manière majoritaire. Ils apprécient aussi énormément lorsque les enseignants posent des diagnostics pédagogiques au niveau des apprentissages de la lecture et du nombre et des nombres. En gros, les mathématiques et le français. Parce qu'un prof, finalement, du second degré peut considérer que l'acquisition de la lecture et l'acquisition de la construction du nombre, c'est fait. Or, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et bien évidemment, leur diagnostic n'est pas forcément adapté, puisqu'ils ont plus, eux, des programmes à mettre en œuvre que nous, à faire conduire ou à conduire les élèves le plus loin possible dans leurs apprentissages, au regard de l'acquisition du socle. Donc on est sur des logiques qui sont tout à fait complémentaires, et je peux vous assurer qu'il y a 10 ans, quand j'allais au collège, on me regardait comme un oiseau rare. Je crois que les choses ont changé. Et je vois qu'en Nouvelle-Calédonie, en tout cas pour l'exemple de Tuban, alors je ne sais pas si le principal en est pour quelque chose ici, je pense que oui. Mais en tout cas, je suis certain que cette culture mérite d'être travaillée encore par des rencontres et surtout des travaux d'évaluation des élèves, parce qu'on n'a pas la même façon d'évaluer. Et que mine de rien, l'évaluation impacte l'enseignement. Vous le savez comme moi, vous êtes étudiant. Vous n'avez qu'une chose en tête, c'est savoir comment vous allez être évalué pour se vous conformer ou pas d'ailleurs à l'évaluation qui vous sera donnée. Donc on est vraiment dans ce rapprochement des deux cultures et moi j'ai trouvé que des choses extrêmement positives dans ce que j'ai vu ici. Très bien, on va passer à la deuxième partie. Nous étions là dans le cadre de l'expérimentation sur le premier volet de cette table ronde. Je voudrais que l'on aborde maintenant la mise en œuvre de l'expérimentation et peut-être commencer avec Michel Roire sur qui dit réforme dit peut-être moyen, parce que fonctionner différemment, ça nécessite peut-être de dédoubler des classes, peut-être de mettre plusieurs enseignants pour mettre en place peut-être un EPI ou de l'AP ou un autre dispositif. Qu'est-ce qu'il est prévu au niveau de l'académie, du vice-rectorat à ce niveau-là, s'il est prévu quelque chose? Bien entendu, dès novembre 2015, lorsqu'on a sollicité les établissements et que l'on a commencé à travailler avec eux sur leurs projets, parce qu'il faut le dire quand même, on les a pas laissés partir comme ça, donc on les a accompagnés, on les a suivis durant l'année 2016 aussi. Dès l'année 2015, donc sur la base de leur dossier, on a attribué des moyens supplémentaires aux établissements de telle manière à ce qu'ils puissent mener l'expérimentation dans le cadre dans lequel ils s'étaient lancés. Voilà. Donc forcément, des moyens en plus pour dédoubler. D'ailleurs, je voulais dire que dans la réforme du collège, parce qu'on ne l'a pas évoqué encore, mais ça, je pense que c'est un point qui est vraiment important, c'est la beaucoup plus grande autonomie qui est laissée à l'établissement. Je crois que José en a parlé tout à l'heure, plus légèrement, en disant les progressions qui ont été établies, elles ont été établies dans l'établissement. Ce qui a été fait au collège Tuban, avec ses écoles de secteur, ça ne sera pas forcément la même chose qui sera prévu au collège de la Foi, qui expérimentait aussi ce cycle 3, dans ses progressions, parce que le public d'élèves qui est accueilli au collège de la Foi, c'est pas le même que celui qui est accueilli au collège de Tuban. Les besoins des élèves au collège de la Foi sont pas les mêmes que les besoins des élèves accueillis au collège de Tuban. Donc forcément, la progressivité des apprentissages qui est prévue au sein donc des disciplines va pas être la même. Et il n'y a pas que ça. Je pense que, par exemple, au niveau des EPI aussi, ou de l'accompagnement personnalisé, c'est ce que permet la réforme du collège, telle qu'elle est prévue en métropole. Et je pense que c'est vraiment des lignes de force de cette réforme, c'est de moduler cet accompagnement personnalisé. 3 heures en 6e, pour lequel on a 3 heures de dotation en plus par division, qui permettent le dédoublement, la co-animation, qui permettent aussi donc de faire par moment des bilans de ce qui est fait. Donc
une responsabilisation de fait des acteurs de l'établissement qui est bien plus grande, puisque l'implication, la réforme se base aussi sur l'implication et la confiance dans les acteurs qu'ils sont les experts du terrain. C'est-à-dire que c'est eux qui connaissent leur public d'élèves, ils savent qui ils accueillent, ils savent quels sont les besoins donc qu'on a dans l'établissement. Et par ailleurs, donc, cette autonomie est accompagnée d'un renforcement du rôle du conseil pédagogique qui va venir effectivement derrière pour valider les propositions, les projets des enseignants, les actions qu'ils veulent mettre en place donc au sein de l'établissement. Et donc, je crois que c'est vraiment fondamental de se dire, c'est pas l'autonomie, comme on a pu me le dire, du chef d'établissement, mais c'est bien l'autonomie de l'établissement. Ouais. Je m'adresse peut-être à tous les membres là, de cette table ronde, prendra la parole qui le souhaite. Est-ce que, mis à part les personnels enseignants dans les établissements, est-ce qu'il y a d'autres acteurs de la communauté éducative qui sont déjà lisibles dans les expérimentations? C'est-à-dire, ça peut être toute personne étant identifiée comme appartenant à la communauté éducative. Quelle est la place des personnels d'éducation? Est-ce qu'ils sont impliqués dans les projets, peut-être les familles aussi, d'autres acteurs autour de l'établissement? Enfin, je pense que là, c'est pas. Non, je pense pas que ce soit l'enjeu le plus important. Alors, bien sûr, en filigrane de la réforme, il y a bien sûr la question de la coéducation qui est au cœur d'évolution du système éducatif. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la réforme du collège, elle n'est pas venue comme ça du jour au lendemain. Elle fait suite à un diagnostic d'une école qui n'avance plus, même si c'est dit d'une manière un petit peu caricaturale, mais c'est un peu ce diagnostic qui a été fait, et que donc il s'agit à un moment donné alors, à une heure où on a tendance à beaucoup se recroqueviller sur nous-mêmes et à se dire si on pouvait revenir à l'école de 1950 qui était tellement merveilleuse. Je ne sais pas où les gens ont été en 1950, mais je ne sais pas, parce que je ne me souviens pas d'une école aussi merveilleuse. Et donc, à partir... mais non, Francis, c'est gentil, il me dit que je ne l'ai pas connue. Non, mais c'est vrai, on est actuellement dans un discours extrêmement passéiste, un petit peu partout. Il y a une chose qui est sûre, je crois qu'on a tous la même certitude quand on travaille dans le monde éducatif, on ne revient jamais en arrière. Et donc, l'enjeu de la réforme, c'est d'interroger à un moment donné sur un système qui n'arrive plus à faire avancer. Donc, il s'agit en particulier, je pense que si ça peut répondre à votre question, Monsieur Galli, on ne peut plus envisager, il me semble en tout cas, de faire avancer le système si à un moment donné, il n'y a pas une étroite collaboration école-famille. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même important dans la réforme. Alors, quand je parle de cette collaboration, on va dire la tension majeure entre l'école et la famille, puisque l'école s'est construite d'une manière générale contre la famille, y compris en Nouvelle-Calédonie. L'enjeu majeur de cette collaboration école-famille, par exemple, c'est l'évaluation de l'enfant, enfin l'évaluation de l'élève. Donc la réforme du collège ouvre une porte qui permet d'interroger cette relation école-famille. C'est plus comme ça, effectivement, que je vois l'ouverture à la communauté éducative. Oui, allez-y, Monsieur Modérant. C'est vrai que durant cette année 2015, nous sommes très certainement centrés de façon très forte sur la pédagogie, sur les relations entre les praticiens de la pédagogie. Pour autant, dans cette expérimentation de la réforme, dès l'instant, par exemple, où, comme le disait Madame Lichtnik tout à l'heure,
Le cœur battant est peut-être la mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé à l'entrée au collège et dans la suite du collège. Cet accompagnement personnalisé, il intervient en rupture avec les anciens dispositifs d'aide individualisée disciplinaire. Cet accompagnement personnalisé, il va toucher à l'équilibre de l'élève, au bien-être de l'élève, à son positionnement par rapport à des méthodes de travail, à des capacités d'organisation, à des capacités de se situer, de se projeter dans l'avenir, de trouver sa place dans le collège. Et évidemment, dans la réflexion que nous conduisons sur le futur accompagnement pédagogique de l'élève au collège, s'inscrit pleinement la conseillère d'orientation psychologue, des personnels éducatifs, des personnels de santé, les éducateurs de prévention de la déscolarisation. Quand on parle, et vous le savez, que c'est dans l'actualité par exemple, de séances de méditation, de séances de sophrologie pour remédier à ces crises de comportement des élèves qui sont en réalité des crises de positionnement dans un système un peu douloureux, bien évidemment, nous réfléchissons et nous allons mettre en œuvre progressivement une participation non seulement de toutes les catégories de personnel de nos établissements, mais bien évidemment de tous les partenaires et de toutes les ressources de l'environnement possible. Il en va évidemment de même pour les EPI. Si nous évoquons les EPI contextualisés, eh bien, quand on va être au cœur de l'EPI sur l'apprentissage des fondamentaux de la culture kanak, ou quand on va être au cœur de l'EPI sur, je vais l'appeler rapidement, parcours à venir, on va être directement en interpellation d'un certain nombre de partenaires de l'école et d'un certain nombre de partenaires acteurs à l'intérieur de l'école. Donc on l'a bien compris, la famille, la communauté éducative, tout le monde est à nouveau remobilisé, en tout cas plutôt beaucoup plus que par le passé, différemment. Ça chamboule un certain nombre de rapports, plus particulièrement le rapport des enseignants avec tous les autres acteurs. Selon vous, ces expérimentations, est-ce qu'elles mettent la culture professionnelle des enseignants à l'épreuve ? Qu'est-ce qui est chamboulé aujourd'hui dans leur... quelle est votre perception dans leur façon de travailler ? Alors moi, ce que je peux en dire par rapport à ce qui se passe au collège, c'est que les enseignants du second degré ont l'habitude d'être seuls face à leur classe et presque ne collaborent pas ensemble. Et là, avec la mise en place des EPI, ils sont obligés de travailler ensemble. C'est une obligation et ça permet aussi aux élèves de faire des liens entre les disciplines que peut-être les élèves qui n'ont pas de difficultés avec le système scolaire font, alors que ceux qui en ont du mal à faire. Donc on n'est plus seul dans sa classe face à ses élèves et à ses problèmes. On réfléchit dans une équipe et on réfléchit dans une équipe élargie qui est le collège avec toute la communauté éducative. Et on réfléchit aussi avec les enseignants du premier degré et on travaille ensemble. Moi, dans la pratique professionnelle, c'est ce qui m'a le plus marqué. Il faut que les enseignants travaillent ensemble et changent leur relation à l'enseignement en étant en duel le maître et sa classe. Maintenant, c'est le maître et les autres professeurs et l'ensemble de l'établissement. Je crois réellement que ça va changer tous ces rapports. Ce matin, on a monsieur le vice-recteur qui est venu parler des nouvelles façons d'évaluer les enseignants avec un item qui était clairement identifié sur le rayonnement de l'enseignant dans la communauté éducative. Donc, je pense que ça, en partie, ça peut traduire ça, sa façon de s'impliquer au sein d'un travail coopératif, collaboratif, conjoint, en partenariat avec. Et c'est une dimension qu'on essaye de faire transparaître dans la formation initiale. Et je crois que c'est important que les futurs enseignants puissent entendre ça aujourd'hui. Je souhaiterais maintenant, le temps passe, je souhaiterais que l'on aborde le troisième volet qui est lié au bilan de l'expérimentation. Et sur ce bilan de l'expérimentation, j'aimerais poser ma première question à Michel Roire, plus particulièrement sur la façon dont éventuellement vous allez communiquer sur les retours d'expérience, peut-être pour nous, SP, dispositifs de formation, pour la communauté éducative, et voilà, avant que le dispositif soit généralisé, est-ce que vous avez envisagé au niveau du vice-rectorat une façon de communiquer ?
sur les retours d'expérience. La commande était une commande institutionnelle qui n'avait pas pour objet une restitution au sein de, je dirais, la communauté éducative, mais plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, une aide à la décision pour les élus, effectivement, en leur disant, comme il a été dit par le chef d'établissement, par mon collègue du premier degré aussi, effectivement, quels sont les points que l'on va conserver, quelles sont comme je l'ai dit tout à l'heure, les lignes de force qu'on ne peut pas, nous, en Nouvelle-Calédonie, dire elles sont pas, comment dire, elles seraient pas pertinentes à ne pas mettre en place en Nouvelle-Calédonie. On ne peut pas imaginer un seul instant que, compte tenu par exemple, des résultats de nos élèves à l'entrée en 6e, au niveau des apprentissages fondamentaux, compte tenu des difficultés qu'ils ont dans ces apprentissages, on ne peut pas imaginer un seul instant qu'en Nouvelle-Calédonie, on dise nous, on va décider qu'on ne fait pas d'accompagnement personnalisé. Donc voilà. De la même manière, je dirais, pour ce qui est des enseignements pratiques interdisciplinaires, on sent bien, comme le disait Madame Lisnik, on sent bien qu'on arrive à un moment comment dire, où les enseignants ils savent plus quoi faire pour faire apprendre aux élèves. Et c'est là qu'il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qu'on sait qui marche? Et on le sait que la pédagogie par projet marche. Elle a fait ses preuves. On sait très bien que travailler sur un projet interdisciplinaire, ça donne du sens. Ça permet de dire que les disciplines, elles sont pas cloisonnées chacune dans leur coin, comme disait Madame Décembre. Donc, à un moment donné, il faut passer au stade au-dessus. C'est pas que certains enseignants dans leur coin qui vont mettre en place des projets interdisciplinaires. À un moment donné, je crois qu'il faut que ça soit beaucoup plus généralisé. Et c'est l'appel aussi qu'il y a dans cette réforme du collège autour de enseigner autrement. C'est enseigner autrement par le biais de l'accompagnement personnalisé, enseigner autrement par le biais des enseignements pratiques interdisciplinaires. Donc voilà, je crois que là, c'est les points, je dirais, qui nous apparaissent importants. L'arrivée de la langue vivante 2 en 5e, eh bien, on n'était pas au départ convaincus. Puis finalement, avec ce qui a été mis en place, donc à la fois au collège Mariotti et au collège de Coutiot, il nous a été remonté que les élèves étaient, beaucoup plus enthousiastes. Et que du coup, ça se passait vraiment très bien, que ça créait un appel d'air, un nouveau souffle au niveau de cet enseignement par rapport au moment où il est introduit en 4e normalement. Donc voilà, donc du coup, alors qu'on n'était pas finalement, on s'était dit peut-être qu'on va le garder qu'en 4e, le mettre en place qu'en 4e, la LV2, on s'est dit non. Il faut la mettre à tout prix en 5e parce que, oui, c'est tout à fait judicieux de l'introduire en 5e. Voilà. Donc, je dirais que on a pour chaque chose essayé de voir ce qui était donc ce qu'on devait conserver parce que c'était incontournable. Et puis après, on a essayé aussi, bien entendu, de se caler par rapport à la délibération numéro 106. Du projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie, qui introduit quand même des objectifs que l'on doit donc atteindre en termes de vivre ensemble, en termes, je dirais, aussi de tout ce qui concerne l'introduction des langues kanak, aussi de l'enseignement obligatoire, puisque c'est demandé dans le projet éducatif, des fondamentaux de la culture kanak. Donc vous voyez qu'on avait aussi des contraintes qui ne sont pas les contraintes que l'on a en métropole. Donc on s'est aussi interrogé pour savoir comment faire pour mettre en place ces enseignements. Enseignement obligatoire, offre obligatoire de langue kanak,
Voilà. Donc, et puis répondre au plus près aux besoins de nos élèves. Madame Lisnik, un mot peut-être. Alors, il y a quelque chose peut-être qu'on ne souligne pas suffisamment dans cette réforme et qui est très intéressant, c'est qu'on a enfin fait du niveau 5e le début de quelque chose. Parce que finalement, avant, dans cette idée qu'on avait de la 6e à la 3e, il y avait cette espèce d'année de 5e, où il ne se passait rien, pas grand-chose. Et c'était dommage parce que si on regarde bien, c'est souvent dans le deuxième semestre d'une année de 5e, qu'on voit des enfants qui ne décrochaient pas en 6e, qui ne posaient pas de problème de comportement, les amorcer à ce moment-là, c'est-à-dire en général avant la grande période de mutation de l'adolescence. Voilà. Et donc, la réforme a ceci d'intéressant qu'elle fait de la 5e un véritable enjeu. Alors nous, pour le retour de l'expérimentation, nous avons demandé à nos élèves ce qu'ils en pensaient. Alors, sur la LV2, j'avais communiqué effectivement à Michel, il y a eu un réel enthousiasme, mais là aussi, ça s'explique, on va dire, par des raisons purement, on va dire, psychologiques, hein, si le mot peut être utilisé. C'est-à-dire que souvent, en 4e, 3e, ils rentrent dans une espèce comme ça de mutisme pubère, on ne sait pas trop pourquoi, alors qu'en fait, en 5e, ils ont encore un enthousiasme qui permet d'aborder la LV2. Nous, notre interrogation était également sur le public mélanésien, pour certains enfants qui parlaient déjà 2 langues, comment ils allaient s'en emparer. Le bilan est plutôt très positif. Sur les enseignements pratiques interdisciplinaires, les enfants nous ont fait remarquer que c'était très intéressant que ce qu'ils faisaient dans une discipline leur serve véritablement dans une autre. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement prometteur. Et puis, dans l'accompagnement personnalisé, ce qui est intéressant, c'est d'amener les enseignants à être à côté de l'élève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça force à un autre positionnement. Je crois que Michel vient de le dire, on n'a plus le choix. C'est-à-dire que si on persiste sur un modèle scolaire qui montre toutes ses limites, on ne va pas pouvoir améliorer ce qui doit être impérativement amélioré. Donc, dans le fait d'inciter à travailler autrement, à prendre l'élève autrement, à le regarder autrement, ce qui est sûr, c'est que, on va dire, à travers cette autre prise en compte pédagogique, on a un retentissement sur le climat scolaire qui est l'enjeu majeur des prochaines années. C'est-à-dire comment on peut faire en sorte d'avoir, alors je sais bien le vivre ensemble, mais comment on peut développer un véritable sentiment de fraternité dans les établissements scolaires, puisque tout l'enjeu est là, eh bien, si ce n'est par une autre prise en charge de l'élève et un autre accompagnement. Et la réforme, telle qu'elle se présente, en tout cas dans l'interrogation qu'elle induit, permet en tout cas d'aller vers vers autre chose, et ce vers autre chose ne peut être que bénéfique face à l'épuisement de notre système. Madame Bezaud-Décembre, j'aimerais bien avoir votre point de vue, parce que c'est le retour des élèves de Mariotti, c'est quelque chose de très intéressant, parce que voilà, en fait, c'est eux les premiers intéressés par la réforme. Est-ce qu'à Koutio, vous avez eu des retours d'élèves? Est-ce que vous avez des éléments à nous apporter à ce niveau-là? Sur tout ce qui est LV2, donc on a pareil ressenti l'enthousiasme de nos élèves de 5e pour les travaux en EPI, enseignement pratique interdisciplinaire. On a noté, nous, beaucoup de motivation de nos élèves, parce que le public de Koutio a une tendance à l'absentéisme et au décrochage. Donc là, pendant les séances et les cours EPI, on a eu une présence et une motivation des élèves qui s'est ressentie sur le climat scolaire, qui fait que nos élèves, nos 5e impliqués, étaient moteurs dans l'établissement et ont entraîné des actions citoyennes dans l'établissement. Et c'est un retour assez positif de nos élèves. Les enseignants qui ont été dans leur classe ont constaté aussi une amélioration du climat de classe, parce que les élèves étaient en projet, avec quelque chose à produire à la fin de leur cycle. Et donc, grande motivation et une pratique de la classe plus aisée et plus fluide.
J'aurais maintenant une question pour Monsieur Fréal. Au niveau des enseignants du primaire, est-ce que ils éprouvent des besoins particuliers pour continuer pérenniser leur action dans cette réforme et en tout cas en l'état, dans le modèle expérimental, je dirais? La réponse est oui. La réponse est oui. Il faut s'imaginer qu'au niveau du cycle 3, il y a une révolution majeure. Cycle 3, c'est égal au CM1, le CM2, c'est égal à la 6e. Et donc, imaginez les enseignants du premier degré qui travaillent pendant 2 ans avec des élèves du CM1, puis du CM2, et qui lâchent, qui confient leurs élèves à une évaluation qui va se faire au collège de la fin du cycle. Imaginez ça, c'est assez nouveau et c'est assez important pour le souligner parce que finalement, si ça met l'accent sur la question de la continuité des apprentissages et de l'évaluation. Tout à l'heure, j'insistais sur cet aspect de l'évaluation parce que les actions qui sont celles mises en place dans les expérimentations que j'ai vues et que je vois ici concernent souvent des actions. Les gens font des choses ensemble, mais les gens n'évaluent pas ensemble et les gens ne programment pas des activités progressives ensemble encore. Ils ne sont pas encore dans la progression des apprentissages. Et donc, c'est cette révolution qu'il faut amorcer, donc il faut du temps. Sur cette question-là, il faut quand même aussi souligner que les textes de Métropole sur la réforme introduisent le terme d'évaluation positive. Si le législateur, à un moment donné, appuie sur ce terme-là, c'est bien pour montrer qu'on n'était pas forcément dans cet aspect-là. On n'était pas forcément dans une évaluation positive qui reconnaît ce qu'on sait déjà faire, mais qui reconnaît plutôt ce qu'on ne sait pas faire. Vous le savez tous très bien, notre culture est celle-là, et malheureusement, ce n'est pas celle qui fait réussir nos élèves. Donc l'évaluation positive, c'est de considérer qu'on sait déjà des choses et qu'on va s'appuyer dessus pour avancer. C'est une révolution, j'allais dire, copernicienne, dans l'école de Jules Ferry, mais n'empêche que c'est ça qu'il faut qu'on fasse aujourd'hui, et qu'il faut qu'on s'accroche sur cette idée-là qu'on doit faire confiance à l'autre, aux autres, et notamment aux élèves. Alors faire confiance aux autres, ça veut dire pour le premier et le second degré des choses importantes qui sont que les enseignants, excusez-moi, c'est un lapsus tout à fait révélateur, que les enseignants doivent se faire confiance. Et vous savez que vous avez tous peur du jugement. Ce que vous mettez dans vos évaluations, dans vos bulletins, vous avez la peur qu'on vienne vous faire remarquer à un moment donné que vous avez mal évalué, vous n'avez pas bien évalué, que ce que vous avez dit n'est pas tout à fait juste, etc. Je le vois dans les classes, quand les collègues se passent le livret de l'élève à un moment donné et qui est lu par quelqu'un d'autre. Il y a dans notre système une espèce de système de défiance sur l'évaluation des enseignants, des élèves, c'est encore lapsus. Donc je crois qu'il faut que les enseignants décident ensemble, collégialement, sur des critères qui sont des critères positifs et qui sont des critères constructifs avec la famille notamment. On parlait des familles tout à l'heure, parce que l'école a bien mis de côté les familles. Elle a fait son affaire de l'enseignement, vous le savez comme moi. Elle a fait son affaire de l'école, elle a fait son affaire des passages, et petit à petit, maintenant, on va demander l'avis aux parents. C'est assez récent dans notre école. Donc il faut composer avec tout ça. Donc l'enjeu du cycle 3, c'est celui-là. C'est l'enjeu d'une évaluation qui montre ce qu'on sait déjà faire. Vous regarderez le livret scolaire unique en métropole. Les évaluations sont critériées par 4 niveaux et représentent des compétences qui sont réussies très rarement, des compétences qui sont réussies quelquefois, des compétences qui sont réussies de manière satisfaisante et des compétences qui sont réussies de manière très fréquente et experte. On est donc sur cette idée qu'on rentre dans une évaluation continue, progressive et valorisante. Et je pense que derrière, il y a toute la partie culturelle de la pratique des enseignants qu'il faut aussi revoir. Et c'est dans cette convergence dont je parlais tout à l'heure sur ce cycle 3 qu'il faut travailler ensemble pour se faire confiance et travailler sur cette culture commune. Et enfin, deuxième élément de réponse de la question, l'expérimentation a donné lieu à un stage de formation continue qui sera mis en place l'année prochaine. 2 jours et demi, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais c'est déjà énorme parce qu'il faut remplacer les enseignants sur le CM1, sur le CM2 et la 6e. Et donc on va travailler sur ces questions-là pour voir comment on peut travailler encore mieux ensemble. Et je pense qu'avec le système particulier en Nouvelle-Calédonie, qui est la province embauche, gère, comme on dit, l'employeur des enseignants, il faut qu'on voit avec eux comment on va faire pour remplacer les collègues et montrer tout l'intérêt qu'il y a de ce stage de construction qui à mon avis, sera pérennisé et qui sera mis en place de manière plus fréquente, parce qu'il faut que les enseignants trouvent du temps pour travailler ensemble. Et les enseignants demandent que l'institution reconnaisse leur travail dans leur temps de travail. Enfin, vous le savez comme moi. Et donc, par conséquent, c'est pas du travail en plus, c'est un travail avec le second degré qui n'est pas si évident et qui n'est pas de fait facile, mais extrêmement intéressant en tout cas, et tout à fait utile pour nos élèves.
Merci. On parlait tout à l'heure des retours d'expérience des élèves dans les 2 établissements du second degré. Là, j'aurais peut-être une question plus pour Madame Sanzé. Est-ce que vous avez, au niveau de cette année expérimentale, est-ce que vous avez des retours d'élèves? Est-ce que, même s'ils sont plus petits, quel est le retour des collègues, notamment dans leur relation avec les enfants? Oui, on a en effet des retours, quelques retours en termes de valorisation, en fait. Des valorisations avec des théâtralisations, des scénettes partagées en anglais, par exemple. Voilà, des valorisations plus de ce type-là, de cet ordre-là. Des échanges de valorisation d'écrit aussi. Voilà, de ce côté-là, en effet, ça a été traduit sous forme de valorisation et avec beaucoup d'intérêt d'ailleurs, de par les élèves et les enseignants. C'est précisément ce que je peux retenir et on espère approfondir davantage l'année prochaine grâce au plan au PDF donc, qui a été impulsé par la direction de l'enseignement de la Nouvelle-Calédonie. Voilà. D'accord, merci. Sur ce 3e temps, je crois qu'on va conclure. On va s'arrêter sur ces échanges-là. J'aimerais bien dans les conclusions que l'on se projette un petit peu en 2017. Et là, je vais peut-être reposer une question à Michel Roire sur le déploiement du dispositif. Est-ce que il y a un déploiement, une phase 2, je dirais, expérimentale? Est-ce que c'est toujours les mêmes établissements qui vont être pilotes? Est-ce qu'il y a du déploiement? Et si oui, est-ce que ce déploiement aura lieu dans les 3 provinces? Oui, alors, bien entendu, les expérimentations se poursuivent avec un élargissement, puisqu'on a des collèges, le collège de Magenta, par exemple, qui rentre en expérimentation, je crois que c'est sur le niveau 5e, autant que je me souvienne. Voilà, et puis donc le collège Mariotti, comme on l'a dit tout à l'heure, qui rentre en expérimentation sur les 3 niveaux, 6e, 5e, 4e. Les collèges qui étaient déjà en expérimentation continuent bien sûr dans le sens de l'élargissement. On vient de parler du collège Tuban qui donc va poursuivre ce qui avait été mis en place. Là, on a vu qu'on va dans le sens de l'amélioration, puisque c'est un problème qui a été évoqué par les enseignants du 1er degré et du 2e degré. C'était la difficulté à pouvoir réunir ces collègues là, ensemble pour qu'ils puissent effectivement travailler ensemble. Donc, comme le disait Monsieur Fréal, le partage des compétences fait que c'est pas toujours facile. Donc là, on a prévu, et merci Monsieur Fréal, puisque c'est grâce à lui, on a obtenu donc d'avoir 2 jours et demi donc pour travailler ensemble au collège Tuman, au moins, je pense. Et puis donc voilà, donc ça c'est le premier point, poursuite des expérimentations. Alors ce que je veux rajouter, c'est que après, de ce que j'entends autour de moi, c'est que ces expérimentations, elles ont fait un peu boule de neige quelque part, et que finalement il y a aussi des expérimentations sauvages. Voilà. Donc là, je n'ai pas recensé, mais notamment, j'entends beaucoup parler de cycle 3, de renforcement des liens avec le 1er degré, etc. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui vraiment a bien pris. On va dire ça comme ça, la mayonnaise a bien pris. Voilà, sur la poursuite des expérimentations. Peut-être une réponse avant de passer la parole à Monsieur Modérant sur les 3 provinces. Est-ce qu'il y a un déploiement en dehors du Grand Nouméa? Oui, donc le collège de Koumak, notamment le collège de la Foi. Le collège Koumak était déjà en expérimentation cette année, donc sur une expérimentation un peu particulière puisqu'il testait surtout le nouvel enseignement de 4 heures en commun pour les sciences expérimentales et la technologie, puisque c'est en 6e.
donc que cet enseignement est mis en place. Donc là, on avait un travail avec les enseignants d'ailleurs du premier degré, puisqu'on est vraiment dans la continuité de l'école primaire, où il n'y a pas de différenciation entre sciences physiques, technologie et SVT. Je veux dire, on est davantage sur un travail sur des thèmes communs. Voilà, donc collège de Koumac continue bien sûr dans ce sens. Le collège de la Foi bien continue sur son expérimentation cycle 3 en étendant l'expérimentation à davantage d'écoles de secteur. Sur Tadine, donc on avait une expérimentation qui se portait uniquement sur l'accompagnement personnalisé. Je pense que le projet, qui est tout à fait intéressant d'ailleurs, va se poursuivre cette année. Et l'année prochaine. Et puis donc le collège de Koutiou étend son expérimentation sur tout le niveau 5e, donc toutes ces classes. J'ai sans doute oublié un collège. Oui, le collège Sacré-Cœur de Bourail, excusez-moi. On a fait un travail extraordinaire avec ce collège du privé qui a testé là aussi avec son école de secteur le cycle 3. Et comme l'école était, ce qui est souvent le cas dans le privé, l'école de secteur est juste à côté quelque part. Donc ça a facilité forcément le travail avec de rapprochement des équipes qui étaient déjà un petit peu dans cet objectif d'ailleurs. Et on a notamment fait un travail sur l'accompagnement personnalisé. Qui est vraiment très très intéressant, puisque eux ils ont mis en place finalement un enseignement massé de remédiation quelque part sur les 2 premières périodes, et puis ensuite des enseignements pour l'accompagnement personnalisé en 6e qui sont davantage portés sur la méthodologie, l'estime de soi, le bien-être, etc. Donc là, ils vont continuer cette année et poursuivre donc dans ce sens. Voilà. Pour dire que là aussi, le bilan est très positif donc sur ce collège et donc des retours qui sont vraiment très intéressants, ce qui fait que des collèges du privé vont faire aussi. Alors, j'ai pas le privé, c'est un peu plus compliqué pour savoir ce qui se passe dans les établissements. Donc, je sais que certains établissements du privé vont effectivement démarrer une LV2 en 5e, etc. Mais j'ai pas leur projet d'établissement. Voilà, ils sont pas. C'est pas comme dans le public où on a les remontées des projets d'établissement. Là, c'est pas le cas. D'accord. Monsieur Modérin, un mot peut-être. Je voulais simplement dire, Madame Roire vient d'évoquer le fait qu'un certain nombre d'établissements que lancés dans des formes d'expérimentation un peu sauvages, elles ne sont pas si sauvages que ça, parce qu'il est le temps peut-être de rappeler que dans la conformité au statut des Grépingues voté en octobre 2015, dans la continuité de la délibération de janvier installant le projet, les objectifs du projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, dans la communication qui a été forte autour de l'évolution de l'expérimentation, au travers notamment de toutes les réunions partagées sur le projet éducatif de Nouvelle-Calédonie, Monsieur le vice-recteur a placé tous les établissements scolaires de Nouvelle-Calédonie secondaire en démarche de réécriture de leur projet d'établissement pour la période 2017-2019, en définissant un cadre évidemment de conformité au statut des Grépingues, en définissant évidemment un cadre d'objectifs conforme, convergent avec le projet éducatif de la Nouvelle-Calédonie et donc notamment la perspective de la réforme contextualisée du collège. Et donc bien évidemment, dans nombre d'établissements scolaires, on a inscrit dans les plans d'action de nos projets d'établissement un certain nombre de préfigurations de l'évolution des dispositifs tels que l'accompagnement personnalisé, tels que les enseignements les EPI. Tout ça bouge dans tous les établissements de Nouvelle-Calédonie sous cette impulsion-là, évidemment. Bien. Je crois que le temps est venu de conclure définitivement sur cette table ronde avant de laisser la parole au public, si vous avez des questions. Personnellement, je dirais que ces échanges ont été plutôt positifs. Je suis satisfait de pouvoir
apporter un ensemble d'éléments positifs aux étudiants qui sont ici présents, parce que c'est la future génération qui va vivre cette grande réforme, cette grande aventure. Donc j'ai envie aussi de leur dire que voilà, tous les outils seront à votre disposition quand vous allez être titulaire dans les établissements. Et pour répondre à la question initiale, je dirais également qu'en termes de culture commune, c'est aussi une petite révolution qui se joue aussi au niveau des enseignants en termes de collaboration, de coopération. J'insiste un petit peu là-dessus et de cette notion de décloisonnement en général. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accompagné sur cette table ronde et on va peut-être laisser la parole au public si vous avez des questions. Alors, je vais peut-être commencer non pas par une question, mais par une remarque. D'abord, je vous remercie tous pour la qualité de cette table ronde qui nous en a appris beaucoup sur ces expérimentations sur lesquelles, pour le moment, on manquait beaucoup d'informations et de choses concrètes. Je crois que dans l'assistance, il y a quelques étudiants de Master MEF 1 qui s'apprêtent dans quelques mois à passer les concours et qui, surtout dans leur semestre 2, vont être amenés à aller en stage dans les établissements. Donc, je profite de la présence de Michel et puis de chefs d'établissement pour vous implorer, s'il vous plaît, d'accueillir le plus grand nombre d'étudiants de Master MEF 1 l'année prochaine en stage pour qu'ils puissent voir en réalité cette réforme en action, puisque cette réforme, elle fera forcément l'objet d'interrogations lors notamment des épreuves orales du concours, et qu'il est indéniable que l'année prochaine, pour le concours 2017, les étudiants calédoniens partent d'une certaine manière avec un certain handicap, puisque la réforme n'est pas encore appliquée sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, donc c'était juste pour cette petite remarque, et je laisse la parole aux questions. Juste pour dire qu'on est très attentif et que effectivement on fera au mieux. Je n'en doutais pas, mais je voulais quand même le rappeler parce que je pense que c'est aussi un sujet de préoccupation pour les étudiants. Je crois que tout le monde est fatigué. Non, c'est bon. Bonjour. On aurait une question sur... c'est une question qu'on s'est posée tous ensemble ici. Vous avez parlé tout à l'heure des liaisons CM2 collège. Mais si j'ai cru comprendre, c'est des liaisons entre établissements publics à établissements publics. Je voudrais poser la question si, par exemple, s'il y a un élève qui vient d'un établissement privé, qui vient d'un environnement qui n'est pas tout à fait pareil que dans les établissements publics, qu'est-ce que vous nous préconisez pour essayer justement d'amener à cette liaison-là? Ou c'est juste une question? Oui, alors pour répondre à votre question, quand on parle d'écoles de secteur, c'est vrai qu'on est dans des écoles de secteur où, alors ça dépend où on est. C'est vrai que quand je parlais de l'établissement privé tout à l'heure, le collège Sacré-Cœur, les établissements privés, ils ont souvent leur école qui est juste à côté. C'est presque une cité scolaire, école-collège déjà. Donc après, il y a des collèges, je prends par exemple le collège de Koumak. Le collège de Koumak qui recrute très largement, puisque, je veux dire, on est sur Bélep, on est sur... autour, je veux dire, il y a énormément de tribus. Donc, on a à la fois du public, des élèves qui viennent du public et du privé. Par exemple, sur le collège de Koumak, la liaison a porté à la fois sur le collège Baganda à côté, qui est à Calagomène, et sur le collège et sur l'école donc l'école de Baganda, excusez-moi, et l'école de Koumak elle-même. Voilà. Donc effectivement, quand on peut le faire, après si un élève il arrive tout seul d'un établissement, c'est vrai que du coup on l'intègre, mais l'objectif dans l'accompagnement personnalisé, c'est quand même, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de prendre en compte la diversité des élèves. Donc chacun et de le pousser vers l'excellence. Après, si je peux rajouter, vous demandez, on a un enfant qui vient du privé, qu'est-ce que vous préconisez pour son accueil? D'une part,
le travail qui est conduit est un travail sur la leçon, est un travail sur les pratiques pédagogiques, sur la progressivité au sein d'un nouveau cycle CM1, CM2, 6e. Immanquablement, ce travail il va être répandu, il va être écrémé, et vous allez tous être là, les porteurs des fruits de ce travail petit à petit. Dans la réalité aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'échange physique entre enseignants, parce que c'est un peu compliqué, un établissement comme le mien reçoit des élèves de 30, un peu plus de 30 écoles, hein, puisque à l'unité on a des élèves qui arrivent de différents points du pays. Évidemment, l'échange direct entre enseignants n'est pas le plus porteur. Maintenant, la province qui est dotée d'un logiciel qui s'appelle le logiciel Poésie, qui permet de rentrer des informations très pointues sur le profil pédagogique de l'élève. Et donc, nous appuyons dessus pour démarrer l'année, l'entrée au collège, et notamment mettre en œuvre l'accompagnement personnalisé, ou une APTA qui elle est nécessaire, ou un PAI qu'il le faut. Nous appuyons là-dessus. Et puis, on n'en a pas parlé ici, mais nous allons très certainement vers le livret scolaire unique, avec les évaluations périodiques et les évaluations fin de cycle du CP à la fin du collège, le même outil partagé par les parents, coéducation, partagé évidemment dans la continuité du système par tous les acteurs. Et dans ce cadre-là, bien évidemment, le corpus d'informations qui permettra de bien prendre en charge l'élève gommera, je pense, la distance, les individualités peu à peu. Oui, je suis en province des îles, moi, et puis pour la liaison CM1, CM2, 6e, comme vous dites, les établissements privés, on a toujours la proximité des écoles primaires, souvent avec le collège privé. Après, ce que je veux dire, c'est que cette façon de travailler là va pas. J'ai comme l'impression qu'on va. Je suis dans le privé, hein, donc je me dis, je suis professeur en 6e, je vais uniquement travailler avec les instituts du privé. Ça arrive que je peux porter plus haut, que je voudrais pas cette fermeture, parce que justement, il faut qu'on évite ce cloisonnement et être une ouverture plutôt aux écoles publiques aussi, de manière à travailler ensemble, parce que j'ai bien peur que ça recloisonne encore privé, public. Et je suis toujours dans le souci de dire qu'on est tous là à former les mêmes enfants et que souvent en province, c'est comme ça, que ça se passe comme ça. On est tous à proximité des écoles qui appartiennent au privé, au public ailleurs. Donc, est-ce qu'on ne va pas être contraint à travailler uniquement avec les enseignements du privé et faire cette liaison dans le public? Et du coup, je trouve que ça... Enfin, je veux dire, j'espère qu'on va être vigilant dessus et qu'on ne va pas faire une fermeture et qu'il faudra au contraire une ouverture et échanger entre le public et le privé de manière à toujours à harmoniser. Voilà, c'est une réflexion. Merci. Tout d'abord, moi, je voudrais simplement dire, et puis je pense que Madame Sanguet, Monsieur l'inspecteur Fréal répondront beaucoup mieux que moi, mais tout ce qui est fait dans cette expérimentation et dans ce futur cycle 3, c'est bien de passer des liaisons formelles. On était très fort partout dans le système éducatif français pour faire des visites de collège, pour faire des journées d'intégration, des journées d'élèves de 6e, pour faire des projets communs comme le challenge calcul mental CM de 6e, comme l'opération Livre mon ami. On sait faire ça depuis toujours. C'est pas ça qui fait progresser le système et c'est pas vers ça que nous allons. C'est aller au cœur de la leçon, c'est définir des modèles de progressivité, des contenus, des modèles de pratique commune, un vocabulaire commun, un glossaire important pour les enfants communs, et ça va se partager, s'aimer par le biais de vos inspecteurs, des conseillers pédagogiques, et je suis sûr que dans ce pays où le privé a une importance historique et où la différenciation publique-privée, notamment en primaire et au collège, est beaucoup plus floue qu'ailleurs dans le système éducatif français, je suis sûr que tout ça va se partager, va se répandre. Il faut être optimiste. Et alors, juste pour rassurer cette dame, dans les réunions de bassin de chefs d'établissement, sont invités les enseignants, les chefs d'établissement du privé et du public, et nous travaillons ensemble par bassin de formation. Juste une chose, parce que je me rends compte qu'on a beaucoup parlé de l'interrogation sur les missions des enseignants. La réforme du collège, elle interroge aussi sur le positionnement du chef d'établissement.
qui est devenu depuis peu de temps un personnel d'encadrement pédagogique. Et elle interroge aussi beaucoup sur un de nos cloisonnements qui serait le travail collaboratif entre les corps d'inspection et les corps de direction. Je pense qu'une des choses qu'induit la réforme, on ne le dit pas suffisamment, c'est cette notion de pilotage partagé, qui est que nous avons avec les corps d'inspection une relation qui invite aussi peut-être à réfléchir, qui doit également progresser. Et ça nous invite, en tout cas nous, en tant que chefs d'établissement, peut-être à nous positionner différemment, à nous emparer à travers cette autonomie véritablement, pédagogiquement de nos établissements. Je ne pense pas qu'on pourra demander demain aux enseignants de s'interroger sur leur mission, de réfléchir sur la nouvelle évaluation qui va leur être proposée, sans nous s'absoudre d'une réflexion sur la manière dont nous pilotons nos établissements. Je crois que c'est quelque chose qui mérite une très très forte intention. Je vais simplement prolonger les propos tenus là sur les nouveaux textes qui arrivent sur les évaluations des enseignants. Il laisse des marges, enfin le recteur a dû en parler, je pense, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des marges de manœuvre pour les enseignants qui sont énormément plus intéressantes pour eux. L'inspection n'est pas là pour contrôler leur travail tous les 3 ou 4 ans ou 5 ans. Dans le premier degré, et ici c'est 3 ans. Mais les inspecteurs vont être beaucoup moins là pour inspecter sur de contrôle, mais ils vont être là pour accompagner les enseignants dans des projets disciplinaires, interdisciplinaires, sur l'évaluation, sur la progression des élèves. Notre rôle d'inspection, au niveau des chefs d'établissement, je crois qu'il y a trop de changements là-dessus, mais sur les inspecteurs du premier et du second degré, on sera beaucoup plus sur des missions de formation et d'accompagnement qu'on ne l'a été que sur des missions de contrôle. Et comme le contrôle a été noté par toutes les rapports d'inspection générale et même des rapports européens, il n'était pas efficace pour le système éducatif. Tout à l'heure, on a parlé d'efficacité du système, on a parlé d'efficacité du collège, d'efficacité des enseignements. Notre efficacité, en tout cas pour le corps des inspecteurs, c'est d'être auprès des collègues et les faire avancer sur des séances plus efficaces pour les élèves. Donc différencier, donc rassurer, et donc être là avec eux sur des progressions d'apprentissage. C'était pour compléter les changements qui s'opèrent dans des textes qui arrivent bientôt là. Juste pour illustrer cela, je pense que la table ronde que vous avez devant vous, voilà, elle illustre bien que l'on est dans le pilotage partagé. Et même si ça fait bien longtemps qu'on en parle de ce pilotage partagé, moi je dois dire que ces expérimentations que l'on a menées ensemble, je dis ensemble parce qu'on a travaillé ensemble avec les chefs d'établissement, on a réfléchi ensemble, ça a été vraiment des moments très enrichissants pour nous. Et c'est vrai qu'on voit enfin, quelque part, arriver ce pilotage partagé. Et c'est pas que des mots qui sont écrits, mais vraiment de façon, on le voit arriver de façon réelle, effective.